Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Pour ce qui concerne donc la masse salariale des administrations publiques, sa réduction est nécessaire pour réduire les dépenses publiques et donc après la dette publique. En effet, elle représente à elle seule presque le quart des dépenses publiques. Donc on ne peut pas réduire les dépenses publiques sans la réduire elle-même. Et l'exemple des pays étrangers montre que c'est possible. En France, cette masse salariale, elle représente 13% du produit intérieur brut. En moyenne dans l'Union européenne ou dans la zone euro, c'est seulement 10%. Et si vous prenez les effectifs de la fonction publique, en France, cela représente à peu près un emploi sur 5. C'est beaucoup plus que dans tous les pays comparables, si on accepte par exemple la Suède. Il y a deux façons de réduire la masse salariale. La première, c'est de jouer sur les salaires, et la deuxième, c'est de jouer sur les effectifs. Or, il va être difficile de réduire la masse salariale publique en jouant sur les salaires. Pourquoi ? Au cours de ces dernières années, les fonctionnaires ont vu ce qu'on appelle le point de la fonction publique gelé. Alors, certains s'en préoccupent, considèrent en fait, ils ont perdu le pouvoir d'achat. En réalité, non. En réalité, le pouvoir d'achat des fonctionnaires a quand même augmenté ces dernières années. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous recrutez dans la fonction publique des cadres, des enseignants par exemple, à des niveaux de rémunération qui sont très faibles, qui aujourd'hui vont être de l'ordre de 10% supérieurs au SMIC seulement. Donc il va falloir dans les années qui viennent probablement augmenter certaines rémunérations dans la fonction publique. Alors on peut certainement supprimer quelques primes exotiques, les surrémunérations des fonctionnaires outre-mer par exemple, mais pour ce qui est de la politique salariale, ce n'est pas le levier qui permettra de réduire la masse salariale dans les années qui viennent. Donc si on ne peut pas jouer sur les salaires, il va falloir jouer en effet sur les effectifs. On peut arriver à les réduire d'à peu près, globalement, 1% par an. Ça représente tout de même 50 000 emplois par an. Au bout d'un quinquennat, ça fait 250 000 emplois et ça pourrait permettre de réaliser une économie d'à peu près 7,5 milliards. Donc c'est quand même très significatif. C'est possible parce que dans l'administration, comme partout, on peut faire des gains de productivité grâce aux nouvelles technologies, à une réorganisation, en revoyant la carte des implantations des administrations. Et puis, les services publics, parfois, les administrations ont des activités dont l'intérêt, l'utilité n'est pas très importante. Donc je pense qu'on peut aussi revoir les missions exercées par les administrations et supprimer celles dont l'utilité n'est pas suffisante, en tout cas par rapport aux impôts qui sont nécessaires pour les financer. On peut arriver à une baisse de 1% des effectifs et on peut le faire sans licencier dans l'administration, ce qui est inimaginable. Il suffit de ne pas remplacer une partie des départs en retraite. Donc ça veut dire par exemple ne pas remplacer un départ sur 3 dans le cas de l'État, un départ sur 2 dans le cas des hôpitaux ou 2 départs sur 3 dans le cas des collectivités locales. À travers cet exemple, je montre d'ailleurs que l'effort des collectivités locales serait plus important que celui de l'État, ce qui est justifié parce que l'État a déjà fait beaucoup d'efforts en matière d'effectifs, et puis il va falloir qu'il les augmente, notamment pour les emplois de sécurité, de défense, alors que les collectivités locales, elles, n'ont pas encore fait beaucoup d'efforts. Aller au-delà, comme certains le proposent, il y a certains programmes, des primaires à droite proposent une suppression de 1 million d'emplois dans la fonction publique. Je pense que c'est totalement irréaliste. En revanche, 50 000 par an, 250 000 en 5 ans, c'est possible. Si on augmente la durée du travail des fonctionnaires, on peut réduire un peu plus les effectifs tout en assurant la même qualité de service. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, la durée du travail des fonctionnaires est
inférieure d'environ 5% à celle des salariés du secteur privé. D'ailleurs, c'est plutôt le nombre de jours de congé qui est plus important pour les fonctionnaires que la durée hebdomadaire du travail, qui est à peu près la même que dans le secteur privé. Et c'est plutôt dans les collectivités locales que la durée du travail est plus faible que dans le secteur privé. Et donc, il devrait être possible d'augmenter cette durée du travail simplement en l'alignant sur la norme, le droit commun en matière de durée du travail. Ça représenterait donc une hausse de 5%, et une hausse de 5%, ça permettrait d'économiser 3 à 4 milliards d'euros, à condition évidemment que les rémunérations des fonctionnaires n'augmentent pas elles-mêmes de 5%. On dira que c'est totalement inimaginable d'un point de vue social. Je ne pense pas, parce qu'en fait, il s'agit simplement de dire aux fonctionnaires qu'on va leur appliquer le droit commun. Aujourd'hui, dans les collectivités locales, par exemple, les fonctionnaires locaux bénéficient de jours de congés exceptionnels accordés par le maire ou de régimes dérogatoires en matière de durée hebdomadaire qui ont été accordés il y a déjà 20 ans et qui existent toujours. Donc il s'agit simplement de revenir sur ces avantages un peu exceptionnels et dire aux fonctionnaires, vous, à partir de demain ou d'après-demain, etc., eh bien vous serez alignés, on vous appliquera tout simplement le droit commun. Certes, ce sera socialement sans doute assez difficile et ça ne se fera pas sans problème, mais je pense que c'est tout à fait justifiable.